Et salut à tous et à toutes et bien aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui accompagné de Sky Chapon. Salut Sky Chapon. Salut Mathieu, ça va? Ça va très très bien et aujourd'hui, après avoir fait une tier list des légendaires, vous êtes très très nombreux à avoir réagi là-dessus. Déjà je vous remercie par rapport à ça. Bon, aujourd'hui on se lance dans la tier list des héros, spécialement 7-2. D'ici quelques semaines, on va attendre peut-être la fin de l'été. Peut-être qu'on fera une tier list générale avec les héros du 7-1 et du 7-2 pour voir un petit peu au niveau de la méta. Mais là, on s'est dit, voilà, on voulait prendre un petit peu les héros du 7-2 et les classer. Comme vous connaissez, les tier lists, vous appréciez ça, nous aussi. Avant de démarrer la vidéo, je tenais tous à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne, mais n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore fait, à vous abonner. Parce que je le vois dans les stats, il y en a encore beaucoup parmi vous qui viennent de regarder les vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Donc si vous voulez nous aider et nous soutenir dans notre démarche de créer du contenu très activement, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et donc là, on va commencer la tier list très rapidement, on va commencer avec Finn. Alors Finn qui a donc une première action, c'est tu élimines une amélioration amie sur une unité. Dans ce cas, donnez-lui un jeton bouclier. Donc ça c'est son action entre guillemets de base. Et après il intervient à 5 de ressources, il devient une 4-6. Et c'est en attaque, vous pouvez éliminer une amélioration amie sur une unité. Dans ce cas, donnez-lui un jeton bouclier. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense de ça Alors on en pense que c'est pas forcément évident de sacrifier des améliorations amies, parce que la plupart du temps, soit c'est des améliorations qu'on a posées à partir de notre main, donc des cartes qu'on a jouées, qu'on n'a pas spécialement envie de sacrifier, même si pour donner un bouclier qui est quand même assez puissant. Mmh. Euh, donc on va plutôt chercher à utiliser son pouvoir avec de l'expérience. Donc donner des jetons expérience à nos unités pour pouvoir ensuite les sacrifier avec Finn. Ça nécessite du coup un moteur, et on sait que les moteurs, ça se grippe facilement, surtout quand on a un méchant adversaire qui cherche à nous embêter. Donc c'est un deck qui peut être très fun, surtout qu'il y a quelques petits combos sympas avec Rostico, l'unité qui permet lui, elle, de transformer des boucliers en expérience. Donc on peut Mmh. jouer avec Finn et Rose pour booster nos unités, mais ça reste lent et ça reste complexe à mettre en place. Oui, puis Donc trop moi, léger, enfin tu peux pas tout miser sur juste un combo de c'est deux ça, cartes, quoi, c'est ça le... c'est Ok. ça, c'est ça. Donc même si tu construis, t'arrives à construire un deck qui tient la route sur le papier, le problème c'est que tu as un adversaire qui va pas forcément être conciliant avec ça. Donc moi je le placerai en B, et on verra sur Sur la fin, comment, si on le ouais, descend... ouais, exactement. Pour ok. l'instant, on va dire qu'il est bien médian et on va pouvoir le classer à les autres Oui, c'est leaders ça, aussi. ouais. De toute façon, comme on l'avait fait pour la tier list légendaire, à la fin, on avait fait un petit... Mais pas, on n'avait pas bougé grand-chose, on avait essayé d'être le plus équilibré possible, donc on essaiera de voir au fur et à mesure. Mm. On enchaîne avec Ré, qui, elle, c'est une action qui coûte 1. Donc tu donnes un jeton expérience à une unité de puissance 2 ou moins. Elle intervient à 6 de ressources, enfin tu peux la faire intervenir à 6 de ressources, ça devient, Déployer, ouais. ça devient une 2-6. Elle a récupération 3. Et en attaque, vous pouvez donner un jeton expérience à une unité de puissance 2 ou moins. Ouais. Ça, c'est déjà, Alors, c'est déjà un peu mieux, ça, là, quand même. c'est déjà mieux. Donc 6, elle sort un peu comme Luc, qui a des Oui, meilleures stats pour son déploiement, mais l'avantage c'est qu'elle a récupération 3. Ça veut dire qu'on va pouvoir soigner assez fort sa base pour tenir un peu plus longtemps dans la partie. c'est ça. Son action de leader, on peut l'utiliser assez tôt dans la partie parce que nos premières unités ont rarement plus de 2 de force, donc on va pouvoir tout de suite les améliorer. Et du coup, elle va nous permettre de tenir plus longtemps. Et du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir jouer nos plus grosses unités plus vite. Associées avec principalement des unités agressivité qui ont souvent une petite force mais qui sont en nombre. On va pouvoir Hmm, aussi les améliorer pour qu'elles frappent plus fort. c'est Donc vrai. ça nous permet d'être à la fois agressif et de tenir sur la durée, un peu comme on faisait avec Chirrut, sauf qu'elle est un peu plus costaud. Elle va mourir moins vite et elle va nous soigner pour tenir plus longtemps. Ok. Donc actuellement, moi je la placerai en A. Ouais, C'est un des meilleurs leaders de ce deuxième set, quoi. ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Puis en plus de ça, tu peux jouer avec la Luc légendaire, donc ce qui fait que tu te retrouves avec beaucoup de Mm. récupération sur le terrain, Ça, ouais. donc elle a complètement Exactement. la bonne affinité qui va avec. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Très 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 bon perso. Après, nous avons Garce Action, qui chaque unité amie améliorée gagne plus 1 plus 0. Donc lui, tu peux faire son action épique à 6 de ressources, et à 6 de ressources, ça devient une 4-7, et chaque unité améliorée a plus 1 et gagne. Une fois éliminé, vous pouvez renvoyer dans la main de son propriétaire une amélioration qui est attachée à cette unité. Mm. C'est plutôt fort Alors, ça.
J'aime bien, moi. Alors, déjà, les effets constants, on avait vu avec Krennic, c'est fort. Enfin, Mm. surtout des effets constants qui augmentent la puissance d'attaque, puisque du coup, l'adversaire va avoir plus de mal à faire des échanges positifs où il va tuer une unité sans perdre la sienne. Ouais, Alors, c'est un peu plus compliqué à mettre en place avec Guerre Saxon, parce qu'il faut améliorer ses unités, mais il y a beaucoup d'unités qui arrivent avec un bouclier, quelques-unes qui arrivent avec des expériences. Donc, on arrive quand même à jouer autour de ça dans la construction de deck. Pour 6, on a, à son coup de déploiement, on a une 4-7 une 4-7, ouais. qui sont des bonnes stats. Ouais. Donc, des bonnes stats, elle va pas mourir tout de suite. Elle bénéficie elle-même de son pouvoir, donc elle va pouvoir gagner +1/+0, ce qui est bien. Surtout quand on sait qu'il est mandalorien, qu'il y a le sabre noir dans le set qui va lui permettre de passer du coup 8-10 potentiellement le C'est tour où ça. il sort, donc ça va devenir un monstre. Et son effet de récupération d'amélioration contre une unité améliorée et détruite, qui nous permettra de récupérer typiquement le sabre noir, hein, Oui. ou d'autres améliorations comme le brassard lance-flamme ou le brassard lance-grappin, qui sont des bonnes améliorations. Ou l'armure mandalorienne d'ailleurs, qui donne un bouclier, donc C'est vrai aussi. excellent. Ouais, il y a beaucoup de cartes. Enfin, franchement, l'effet de pouvoir récupérer, comme tu dis, des grosses améliorations comme ça fait Ouais. quand même la différence, je trouve. Enfin, je trouve qu'il est vraiment fort. Non, il est très bien. Après, c'est toujours le problème des améliorations sous forme de cartes, c'est que si on perd l'unité qui est améliorée, on perd 2 cartes. Donc, il permet, grâce à son effet de leader, de minimiser cet effet-là. Comme il arrive peut-être un peu. Voilà, encore faut-il qu'il soit sur le terrain à ce moment-là. Hmm. Donc, pour moi, il est tout à fait dans la même ligne que Rey. Il sera forcément derrière. Mais ça peut permettre de faire des builds intéressants avec la tribalité mandalorienne. Ok, ça marche. Kira, donc c'est une action qui coûte 1. Tu inclines ton héros et tu infliges 2 dégâts à une unité amie, puis donnez-lui un jeton bouclier. Et quand elle intervient à 5 de ressources, elle a 0,8 et elle a aplomb. Cette unité a +1 pour chaque dégât qu'elle a sur elle. Et une fois déployée, soignez tous les dégâts de chaque unité, puis infligez à chaque unité des dégâts égaux à la moitié de ses PV restant arrondis à l'inférieur. Ok. Alors oui, l'effet est un peu complexe à lire. Ça se comprend assez vite en jeu. Ce qui est fort, c'est que ça touche toutes les unités du board. Donc c'est vraiment un effet global qui va toucher tout le monde. Donc ouais, plutôt essayer d'en bénéficier pour nos unités et réduire les points de vie des unités adverses. Donc c'est pour ça que son premier effet en tant que leader de rajouter des boucliers, c'est très intéressant. Ça nous permet de protéger nos unités, potentiellement de protéger nos unités du déploiement de Kira. Mhm. Les 2 dégâts, on va essayer de les utiliser sur des unités à plomb qu'on a pour booster leur puissance. Euh, et, euh, et quand elle sort, en fait, son effet de déploiement est assez puissant, puisqu'il va permettre de réduire la puissance, enfin les points de vie de toutes les unités, y compris potentiellement du leader adverse si c'est déployé. Donc c'est pas forcément un leader qu'on déploiera à 5, parce Non. qu'on préférera en fait le garder pour ralentir l'adversaire au bon moment. Par contre, blesser toutes les unités adverses, ça va nous permettre aussi, typiquement avec un barrage dévastateur, de faire un rasage de board avec Kira. Donc c'est un bon leader de contrôle qui passe par le champ de bataille, qui est dans le même Esprit niveau de Kuiden. puissance qu'une Rey. Ouais, alors, ouais, c'est ça, c'est un peu dans le même esprit que Kaiden, sauf que Aiden, elle passe plutôt par des Bah, par événements. les événements plutôt que par le Voilà. terrain, ouais, alors que là ça Ouais. change un petit peu. Là on est un peu plus faire dans l'esprit, Hmm. on passe par le board. Mais ouais, au niveau puissance, ça va être à côté de Rey. Alors avant, après, ça va surtout dépendre des constructions. Donc c'est très difficile à dire. À ce moment-là, je la mettrais un peu après, un peu à droite. Ouais. Ok. Rey actuellement est plus joué que Kira. Mais Kira est quand même très très forte. Mais j'aurais peut-être monté un peu plus haut, moi, mais je m'en rends pas compte. J'aurais Tu peut-être l'aurais mis mis en en... S? Ouais, j'aurais peut-être mis en S, mais j'ai pas assez de j'ai pas assez de recul pour m'en rendre compte. J'ai pas assez buildé avec, donc je veux pas Ouais. trop m'avancer. Mais Bah, pour moi, enfin sur disons le papier, en tout cas, je l'ai trouvé très très forte. Mais Ouais, ouais. Bah, en fait, son effet permet potentiellement de ralentir le déploiement adverse. hmm, Tant qu'elle n'est pas déployée. Après, une fois qu'elle est déployée, bah, du coup, on perd cet effet puissant. Donc, il faut voir. Faut voir. ok. Honnêtement, là, c'est le problème, hein, c'est qu'on n'a pas assez de recul actuellement
pour vraiment les classer de manière précise. Oui, non, mais après, comme on le dit à chaque fois, hein, c'est un peu du theorycraft. Hein, on prend l'expérience qu'on a sur le jeu et on essaie de dire ce que nous on en pense. Et comme je l'ai dit pour la tier list des légendaires, hein, on refera une vidéo peut-être en fin de site pour dire bon, on avait dit que de la merde ou pas, tu vois. Ça, exactement. Et puis vu que je suis là, je suis un peu le bouclier en disant ouais, mais c'est Mathieu, il a dit de la merde, tu vois, ça passera crème. De toute façon, c'est toi qui as la souris, donc. Exactement, c'est lui qui a fait, c'est pas moi. On enchaîne avec Moff Gideon que j'aime beaucoup, mais bon, on va être assez honnête là-dessus, il est pas forcément très très fort. Mais attaquer avec une unité qui coûte 3 ou moins, si elle attaque une unité, elle a +1 pour cette attaque. Mm. Donc ça c'est plutôt faux, c'est une action, tu le fais. Donc ça c'est sa version recto. Et en verso, quand il est déployé, ça a 5 de ressources. Il est une 3-6, il a débordement. Et chaque unité amie qui coûte 3 ou moins a +1, +0 et gagne débordement tant qu'elle attaque une unité ennemie. Ouais. Donc dans l'esprit, moi quand je l'ai joué, je le voyais beaucoup en Tarkin. C'est ça, il prend un peu le rôle de Tarkin du 7-1. Mais... C'est une unité qui nécessite un bon tempo, c'est-à-dire qu'on soit présent à l'attaque au bon moment pour pouvoir utiliser nos petites unités et aller attraper les grosses unités adverses. Après, il y a le côté débordement qui est bien quand tu déploies ton Gideon, mais en fait, le vrai problème que j'ai moi en termes de building, c'est que tu es obligé de jouer qu'avec beaucoup d'unités à 3 en fait, pour avoir son effet utile. Et en fait, moi j'ai eu tendance des fois à ramper, donc à monter très vite en ressources, donc tu veux jouer des grosses cartes, mais en fait, très vite, son pouvoir. En fait, j'ai encore du mal à le jouer, je pense qu'il y a un potentiel, mais j'ai pas réussi à. Enfin, vous avez pu le voir sur les nombreuses vidéos qu'on a fait sur la chaîne, mais. Ouais. C'est un peu le même problème que Tarkin, en fait, c'est qu'on essaie d'avoir des petites unités qu'on augmente, donc là, ce sera pareil, on va essayer de jouer des unités à 3 qu'on va essayer d'améliorer un peu, il y a de l'expérience ou des choses comme ça, pour qu'elles deviennent encore plus fortes et qu'on puisse attaquer encore plus souvent avec. Mais il suffit qu'on en perde une, enfin là on va dire la plus puissante, et on a du mal à revenir. Ouais. Et si on avance très vite en ressources, on pourra sortir les grosses unités, mais pendant ce temps-là, on a tout un laps de temps où on est un petit peu, on subit un petit peu. Tu subis le jeu et puis ouais, t'as pas le. Ouais, je l'aurais mis, moi, j'hésite entre B et C à mon plus grand regret. Non, je pense que c'est quand même un B parce que, Un B parce qu'on peut quand même faire des choses avec. Par rapport à d'autres leaders, on peut faire quand même des choses avec. Ok. Et selon certains match-ups, contre certains match-ups, il sera fort. Ah bah, on a pu le voir, on a fait plusieurs games avec Nikoko, un coup ça sort très très bien, mais quand ça sort pas, en fait, t'as du mal à... Là, tu subis, Tu subis. On enchaîne avec Hondo, qui quand vous jouez une carte en utilisant contrebande, vous pouvez incliner ce leader, dans ce cas, donner un jeton expérience à une unité. Ok. Et elle intervient, enfin, elle rentre sur le champ de bataille à 6 de ressources, enfin en tout cas elle peut faire son action d'épique à 6 de ressources, 3, 7, raid 1. Et quand vous jouez une carte en utilisant contrebande, vous pouvez donc donner un jeton expérience à cette unité, pareil quand elle est en version verso. Oui. Alors, j'ai envie de dire, le contrebande aujourd'hui, il y a quand même pas assez de cartes, je trouve, pour builder autour d'un héros. Enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai. Et le peu de temps où tu vas le faire, c'est en plus contrebande, souvent tu payes un peu plus cher tes cartes. C'est ça, c'est le gros problème en fait, c'est que contrebande, souvent les coûts sont plus élevés. En plus, côté infamie, on n'a vraiment aucune carte qui nous permet de réduire le coût de contrebande actuellement. Donc on va placer des cartes en ressources pour les jouer plus tard, pour avoir finalement une expérience de plus. Donc est-ce que le surcoût va le valoir déjà, et combien de fois on va le faire? Parce que c'est ça. la plupart des cartes contrebande, ce sont des unités, donc elles pourront bénéficier de l'expérience. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer +1 ou +2 sur certaines unités pour avoir cette expérience-là? Je pense qu'il faudra en reparler, lui, d'ici 2-3 sets, hein, quand ils auront fait plus de contrebande. Quand on aura un peu plus de contrebande, je pense qu'il aura peut-être sa place. Là, actuellement, c'est un petit peu dommage. Pourtant, l'idée, un contrebande, moi j'aime beaucoup d'avoir une seconde main dans ses ressources, c'est quand même super chouette. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est un peu trop. Par contre, en deck fun, il est pas mal. En deck fun, pour jouer entre copains, histoire de montrer un peu la mécanique et tout ça, c'est sympathique. Ça peut te forcer, en fait, de jouer ce personnage-là, ça peut te forcer à utiliser ta contrebande là où tu pourrais l'oublier dans les autres, mais là, vu que c'est ta condition d'activation de ton héros, ça peut te forcer pour t'entraîner, ça peut être... j'avoue, j'avais pas vu ça comme ça. Alors je l'ai mis en D, mais est-ce que tu veux le mettre en C plutôt? Mais le en D, on verra. Parce qu'actuellement, vraiment, faire un deck compétitif avec ça, c'est un peu trop compliqué. Ouais, non, là, vraiment...
Dans 2-3 saisons, je pense que ça pourrait matcher. Mais là... C'est ça. Lui, pour le coup, il va facilement récupérer des nouvelles cartes qui vont l'intéresser. Ouais. Complètement. On enchaîne avec Jabba le Hutt, qui est donc action. Choisissez une unité. Pour cette phase, elle gagne prime. La prochaine unité que vous jouez à cette phase coûte 1 de moins. Et en verso, elle intervient avec 7 de ressources, donc ça c'est plutôt cool. Une 2-12, donc ça, c'est un gros tank. Ouais. Et une fois déployée, une autre unité amie capture une unité ennemie non leader. Et après, tu peux faire l'action donc de choisir et de mettre une prime sur quelqu'un d'autre. Ça, je l'ai trouvé très très fort sur le papier. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que son action de leader lui permet de donner des primes tous les tours. Donc si on a pas mal de cartes qui interagissent avec les primes, qui demandent à ce qu'il y ait une prime sur une unité adverse pour avoir un petit bonus. Jabba le permet. On n'a pas besoin d'avoir joué une prime sur une unité, qu'elle soit encore en vie, et tout ça pour que la prime subsiste. Le fait qu'il puisse sortir à 7, déjà, c'est pas excessivement cher. Non. Et il a un peu l'effet d'un Palpatine qui va retarder la plupart des gros plays adverses qui vont hésiter à venir sortir des jouer, c'est ça. Parce qu'ils vont se faire capturer leur grosse unité. En fait, c'est ça. Avec Jabba, c'est un peu du bluff. En fait, c'est que tant que tu ne l'as pas déployé, tu sais que ton gars en face, ton adversaire va se dire bon, est-ce que j'y vais ou pas avec mon gros ton, quoi. C'est ça, exactement. Et ce qui est très bien aussi, c'est que sa capture est cross-arène. Donc tu peux capturer une unité terrestre avec une de tes unités spatiales ou inversement. Donc ça, c'est un des effets qui est très très intéressant parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et après, on a une 2-12. C'est ça. C'est le 2-12, en fait, je trouve, qui est très très fort. Parce que 12, en fait, même si tu dois faire 2-3 attaques et qu'elle a que 2, mais il faut que tu y ailles plusieurs fois, il faut que tu perdes, entre guillemets, pas mal d'actions pour aller te le faire descendre, quoi. Donc, Donc à voir comment on peut exploiter. Actuellement, en fait, la seule exploitation que j'ai trouvée pour le moment de ces 12 points de vie, c'est l'utilisation de son rancor, la Patissa, qui, chaque fois qu'il attaque, il inflige 3 dégâts à une unité terrestre amie et 3 dégâts à une unité terrestre ennemie. Donc ça permet de tanker en fait, avec Jabba ces dégâts-là. Mais je pense qu'à l'avenir, on aura des choses intéressantes à faire avec, je pense qu'il y a ce genre de points de vie. Ouais, il y a du potentiel, On le met où alors? Est-ce qu'on le met en A parce qu'il y a du potentiel ou pour l'instant c'est plutôt B parce qu'il y a encore des choses à faire, mais en B, B+. Moi, personnellement, je le mettrais en A parce que c'est mon leader préféré du set. Je pense que je vais jouer ça toute la saison. Ok. Ah non, mais moi je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas encore le build qui va gagner tous les tournois. Mais en fait, en tout cas, il y a du potentiel par rapport à Hondo qu'on disait où il y a rien à faire à l'heure actuelle. Là, il y a quand même. Surtout, ce qui est intéressant, c'est le mode de jeu, le style de jeu qui change beaucoup par rapport à d'autres leaders. On va être beaucoup dans la réaction, dans l'attente. Et finalement, cette attente-là, elle va être assez intéressante, je pense. Complètement. Bon, on va attaquer avec Hunter. Donc attention, là aussi, il y a du pavé. Donc c'est révéler une ressource que vous contrôlez. Si elle porte le même nom qu'une unité amie unique, renvoyez cette ressource dans la main de son propriétaire et mettez en jeu la carte du dessus de votre deck en tant que ressource. Alors déjà, là, moi, tu m'as perdu. J'ai l'impression de voir Han Solo, alors qu'il est très fort Han Solo, tu vois, mais le Han Solo, ça m'avait fait un peu le même sentiment, c'est de dire tu jettes la carte, mais après il faut que tu la jettes et tout. Donc il intervient à 7 de ressources, enfin tu le déploies à 7 de ressources. C'est une 5-8, donc ça par contre pour le coup c'est des bonnes stats, je trouve. Il a débordement, et en attaque vous pouvez révéler une ressource que vous contrôlez, donc c'est la même chose, mais cette fois-ci c'est en attaque. C'est la même chose. Donc le gros défaut d'Hunter, c'est qu'on doit avoir 2 cartes unités uniques identiques. Ce qui est actuellement très compliqué parce que il y a très peu d'unités uniques qui sont en doublon. Là comme ça, je crois que j'en ai pas. En fait, d'unités non leader. En fait, c'est ça le problème. Oui, c'est ça. Donc, en fait, en leader, t'en as plein, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas de 2 unités uniques qui portent le même nom. Donc, tu n'as que 3 exemplaires de chaque unité unique dans ton deck. Du coup, t'es un peu dépendant de ta pioche. Pour ramper, qui est quand même une capacité très intéressante, hein, mais du coup, là, tu vas pas la faire souvent. Après, il sort, c'est une 5-8, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que tu as un leader qui fera rien, à part être une unité de 5-8. C'est ça. En fait, à l'heure actuelle, en fait, il va rejoindre, je pense, notre ami Hondo, c'est qu'à l'heure actuelle, en fait, son effet n'est pas... Enfin, il n'y a pas cette carte pour cet effet. Mais vraiment, je me pose la question... pourquoi ils sortent ces genres de héros
dans ce genre de Alors, set là maintenant, tu vois, alors que c'est des héros, ça se trouve au set 3 ou set 4, ils vont bah, performer de ouf. je pense Je... qu'au set 3, pour le coup, avec tous les clones qui vont sortir, on a certainement plein de cartes qui auront le même nom, des choses comme ça, C'est possible. et qui vont apparaître. Pourquoi ils le font maintenant? Bah, ils se sont expliqués aussi qu'ils voulaient pas avoir un set totalement, on va dire, Ah, Pègre. homogène dans le bah, et pas totalement homogène aussi dans ce qu'ils proposent, de montrer en fait un peu l'avenir, quoi. Ok. On a des personnages des épisodes 7, 8, 9 avec Kylo Ren et Rey, pardon. Hmm. Voilà, on a un peu de clone pour le 7-3. Voilà, même si c'était centré sur les contrebandiers, la pègre, etc., ils voulaient montrer ce Ok. qui arrivait, quoi. Pour donner un avant-goût. Effectivement, sur des leaders, bah, ça laisse des leaders un peu faibles Ouais, ça les met de qui ont côté, pas c'est leur un peu. place, quoi. Ouais, Ouais, c'est un peu frustrant parce qu'il faut attendre 4 mois et t'auras peut-être de nouveaux c'est héros ça. qui vont plus t'intéresser et j'ai peur qu'ils passent à la trappe. Bah, à voir, hein, mais. À voir, hein, c'est toujours pareil. Là, tu vois, il y a des leaders du 7-1 qui reprennent un peu du poil de la bête avec le 7-2, donc on va imaginer que Oui, ça va c'est- continuer, hein, comme ça sur cette exactement. dynamique. Ouais, mais alors, je suis d'accord avec toi, mais en fait, c'est des héros qu'on jouait déjà. Tu vois, il y a très peu de Oui, héros qu'on jouait oui, pas au 7-1 qu'on ouais. ressort là au 7-2. C'est la crainte que j'ai pour ces héros-là, mais ce serait une autre Après, vidéo, tu penses. ouais, c'est ça. Je pense que faudrait qu'on en rediscute dans deux ou C'est trois ça. sets et qu'on revoie un petit peu en se disant, bah finalement, maintenant il a Ouais. sa place. C'est vrai. On enchaîne avec Boba Fett qui était déjà dans le 7-1 qui était déjà très fort, hein, on le voyait partout, hein, mais il revient, il se back. Quand vous jouez une unité qui a au moins un mot-clé, vous pouvez incliner ce leader, dans ce cas donner +1 à une unité amie pour cette phase. Donc ça Ouais, déjà c'est bien. 6 de ressources pour le déployer, et c'est une 4-7, et chaque autre unité amie qui a au moins un mot-clé a +1, naturellement en fait. mm, c'est ça. Ouais. Alors Bah, 4-7 pour 6, donc on a les mêmes stats que le boba jaune du 7-1, mais il sort une ressource à une ressource de de plus. plus, ouais. Ouais. Euh, alors son pouvoir de leader, je le trouve pas mal parce qu'on a quand même beaucoup d'unités avec des mots-clés Hmm. Oui. dans l'ensemble des unités qui existent, hein, entre embuscade, aplomb, protégé, enfin Saboteur, raid, ouais, non, non, mais il y a des avant, mots-clés. voilà, il y en a partout. Donc voilà, déclencher son effet est pas mal. Alors en embuscade, c'est encore mieux parce qu'on va pouvoir donner le petit +1 à l'unité qui est à embuscade pour aller chercher plus C'est facilement ça. les unités adverses. Et ça, c'est mine de rien très très fort, puisque on va dire dans l'équilibrage, ils avaient pris ça en compte. Donc le fait de donner ce petit +1, eh ben, ça déséquilibre entre guillemets les unités, quoi. Et Mhm. donc ça donne un avantage. Pour moi, c'est un leader qui nécessite une construction de deck bien particulière, mais qui a du potentiel, quoi. Ah, Euh, carrément. ouais. Je sais pas s'il aura la même courbe et qu'il sera aussi présent que son illustre Boba Fett du 7-1, Mm. mais honnêtement, je pense qu'il pourrait. Enfin, il peut marcher parce Ouais, qu'honnêtement, les mots-clés, c'est quelque chose que tu as dans quasi. Il y a très peu de cartes qui n'ont pas de mots-clés et tu peux builder autour en fait si tu veux, tu as du choix. c'est ça. Donc, C'est ça. honnêtement, Et, ah, juste pour terminer, ouais, quand il est déployé, bah, toutes tes unités ont +1, donc tout c'est de suite, ça. c'est beaucoup plus agressif, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quand même très très bien. En version déployée, ouais, il est très très fort. Parce que tous les amis ont maintenant mot-clé, qui ont un mot-clé en +1, c'est de base, tout le monde a. Enfin, si t'as buildé tout autour avec le mot-clé, c'est-à-dire Ouais. que dès qu'il rentre et que t'as un bon board, en fait, faut juste ça, faut que t'arrives à bien avoir ton board, mais dès que t'as un Ça, board, si tu ça y va quoi. réussi à être assez large, ouais, Hum, c'est très bien. complètement. Donc, bah, moi, je le mets en A, je le mets voilà, avant le Jabba. Ouais, je le mettrai là. Je pense il se bat avec Gar-Saxon Hum, sur la porte, là, ouais. complètement. Est-ce qu'il y Ça me va. aura un S aujourd'hui? C'est une bonne question, hein. Ça, c'est la bonne question que les gens se posent. C'est pas évident en fait de mettre un S si tôt dans le dans C'est le vrai. mais je pense qu'on reverra peut-être la ligne du A et on se Oui, décidera à ce c'est possible. On enchaîne avec Han Solo. En version jeune cette fois-ci. Donc c'est une moment. action, on l'incline. Jouez une unité de votre main, elle coûte 1 de moins, infligez-lui 2 dégâts. Bon, ok. Et en version verso, il rentre à 5, son action épique est à 5 de ressources, 3, 6, et action, jouez une unité de votre main, elle coûte 1 de moins, donnez-lui 2 dégâts. Voilà. Donc là, ça nous permet de réduire le coût de nos cartes, nos unités. Hum, Donc c'est quand même assez fort puisque ça permet tout de suite, si on a un petit peu rampé dans le tout, dans la partie, de sortir des choses énormes, quoi.
Et qui Ça peut te peuvent lancer. prendre les 2 dégâts. Oui, qui peuvent prendre les 2 dégâts sans sourciller, quoi. Un marcheur en renfort là, qui est une 6-9 de base, bon, bah, ça devient une 6-7, mais ça reste très Hmm, compliqué à tuer. Un Dragon Crate, par c'est exemple. une 18, tu sais que voilà, ça va poser problème à l'adversaire. Ouais, mais Un sauf qu'en fait, Human, c'est quand même, en fait, enfin, malgré tout, c'est un jeu qui est sur le long. C'est plutôt un fan game, en fait. Donc, ouais, c'est son problème, je trouve, moi, pour aujourd'hui. c'est son Pour, problème. Alors du coup, bah, tu vas quand même pouvoir essayer de gérer les unités adverses avec bah, des unités un peu plus fortes qui embuscadent, que tu vas blesser volontairement, mais qui vont te permettre de tuer les unités de début de partie de ton adversaire. Donc ça peut permettre de tenir au début, euh, pour à essayer d'accélérer après et sortir encore plus tôt hmm, les grosses créatures. Le build n'est pas parfait encore, il y a encore des choses à rechercher autour, mais il a du potentiel. ok. On le met Du en B ou potentiel. en A? Moi, non, je le mets en A, je le mets à côté de Boba, entre Boba et Kira. Je pense qu'il a sa place là. Oh, ouais, même ouais, ici, ici c'est Ok. bien. Et le problème, c'est qu'il va être faible contre certains match-ups. Donc, à voir. Ok. À voir ça va dépendre de la méta, comment elle se développe. Bo-Katan Cries. Action, si vous avez attaqué avec une unité Mandalorienne à cette phase, infligez un dégât à une unité. Son action épique, c'est quand tu contrôles 6 ressources et elle arrive en 4-7 et c'est en attaque. Vous pouvez infliger un dégât à une unité. Si vous avez attaqué avec une autre unité Mandalorienne à cette phase, vous pouvez infliger un dégât à une unité, la même ou une autre unité. Hmm. Donc là, J- on a un leader très très tribal. Ouais, très agressif aussi. Moi, c'est vrai que quand on discutait avec Nico, on l'a appelé la nouvelle Sabine. Quand on a Ouais, commencé à builder autour, parce qu'elle a vraiment beaucoup de potentiel. C'est juste que là, t'attaques les unités et pas la base, si tu dois c'est ça. comparer avec Sabine. Donc c'est un peu différent dans l'esprit. Tu vas Hmm, essayer d'affaiblir les défenses adverses avec elle. Ça nécessite une condition qui est forcément faisable tous les tours, hein, parce que si on t'a pas laissé d'unité en jeu, ben, tu vas pas pouvoir attaquer. c'est ça. Euh, voilà, la tribalité mandalorienne, elle saute aux yeux, donc on a envie de jouer Sabre Noir, on a envie de jouer des Mandaloriens en voiture, voilà. Euh, Ça permet de faire des grosses unités assez vite, parce que les Mandaloriens, ils ont cette spécificité de se donner des petits boosts par-ci par-là, donc de très vite grossir. Ouais. Donc si on n'arrive pas à gérer ces grosses unités-là, ben, c'est très compliqué de l'arrêter. Donc il va falloir vraiment se focus sur les unités que Bo-Katan joue pour la stopper, quoi. Ouais. Donc elle est bien. Elle est bien. Je la mettrais au même niveau que Gar Saxon, parce il joue un peu dans le même, dans le même esprit on doit jouer des améliorations, on doit jouer des Mandaloriens, mais chacun un peu avec sa spécificité. Je la mets un peu devant parce que je pense que le fait de pouvoir faire ces petits dégâts où Hmm, on veut, c'est ça. c'est la grosse différence, quoi. C'est vrai que ça fait diff. Et, ouais. Alors, on enchaîne avec Bosk. Bosk, qui est une action d'incliner son héros, infliger un dégât à une unité qui a une prime. Vous pouvez lui donner plus 1, plus 0 pour cette phase. Vous pouvez, Mm, vous n'êtes pas obligé. ouais. Et il intervient, enfin, action épique à 5 de ressources, c'est une 4-6, où quand vous collectez une prime, vous pouvez de nouveau collecter cette prime. Utilisez Mm. cette capacité qu'une seule fois par round. Donc Voilà. ce qui est fort, c'est que dès que vous collectez une prime, c'est en jeu, c'est pas lui forcément, si c'est lui quand il Non, tue quelqu'un. Non, c'est pas forcément lui. c'est ça. Si tu dois collecter une prime dans le tour, peu importe par quel moyen, tu peux la collecter une deuxième fois. Ça, j'ai trouvé ça très fort, mais comme on dit depuis le départ dans nos vidéos, le côté prime, c'est vraiment c'est un tempo qui est très différent. Tu perds un C'est peu une action pour pouvoir mettre des primes à des gens et compagnie, donc ça. Ouais, la tempo est très très différente. Donc c'est un peu comme Jabba, mais c'est encore un peu plus particulier avec Boss parce que les primes, on doit les jouer. Jabba lui donne une prime qui va nous permettre de faire des choses. La Boss, qu'il faut qu'on joue des cartes pour donner des primes c'est aux ça. unités adverses. Alors il y a des primes qui sont très fortes, hein. Il y a des primes qui vont simplement vous mettre des unités en jeu, donc c'est très fort. Ouais, c'est clair. Donc collecter 2 fois ce genre de prime, c'est très bien. Mais ça va vraiment dépendre de est-ce que j'arrive à déclencher cette capacité. On a quand même une unité 4-6 qui sera 5, donc elle est plutôt bien. Oui, oui. Les mêmes stats que Finn. C'est plus une question de tempo, de moteur, un peu comme Finn. En fait, il a le même problème que Finn. Sauf que l'avantage de Bosk, c'est que
euh, il y a jamais de mauvais. Enfin, c'est rare qu'il y ait des mauvais, comment dire, de mauvais, enfin, problème de timing, puisque la prime, une fois qu'on l'a mis, c'est rare qu'on arrive à nous casser l'amélioration. Donc, on va la récolter d'une manière ou d'une autre. Alors que Finn, bah, on peut plus facilement gripper le moteur. Ouais. Donc moi, je le mettrais à côté de Finn devant parce qu'il est, il est plus fort. Mais pour moi, actuellement, j'ai pas trouvé de construction de deck qui permettait de vraiment en profiter Bah, faut que les primes vraiment soient. fort, Ouais, quoi. faut voir après les prochaines primes. Encore une fois, peut-être que dans les prochains sets, peut-être que des primes seront peut-être plus intéressantes ou peut-être que Ouais, tout le monde en jouera. Donc peut-être que le tempo de tout le monde sera. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. En fait, c'est que les decks c'est ça. aggro ne jouent très peu de primes. Donc Bah oui, oui, voilà, les decks aggro, même à la limite, ils peuvent jouer des unités primes à eux parce qu'elles sont oui, plus puissantes et juste pour gagner du temps, c'est mais elles ça. se fichent de se les faire tuer. C'est ça. Euh, là, j'ai, ouais, sur Busk, il y a des primes intéressantes, mais un peu dans toutes les couleurs, c'est le problème. Du coup, c'est dur de choisir en fait avec quelle affinité tu pars pour vraiment en bénéficier durablement. C'est vrai. On enchaîne avec Kiloren, qui est une action. Tu défausses une carte de ta main. Tu donnes plus 0 à une unité pour cette phase. Mm. Et en verso, c'est 4. Il intervient à 4, donc c'est une 5-4, mais cette unité a -1, -0 pour chaque carte dans votre main. Donc si tu le déploies avec 5 cartes en main, ça devient une 0-4, par C'est exemple. ça, exactement. Exactement. Donc tu vas plutôt chercher à utiliser son capacité un peu avant Que pour tu te peux vider un peu la combiner main. avec comment ça s'appelle, avec Oui, son vaisseau taille, légendaire, hein, qui quand tu le défausses, tu peux le jouer dans la foulée. Donc il y a c'est des ça. choses, il y a des choses à faire. J'adore Euh, Kylo Ren, mais là pour le coup, je sais pas, je suis moins. Le fait de défausser sa main, je suis moins. Je sais pas, je suis pas ouais. fan. Alors après, on peut le jouer soit de manière agressive en espérant avoir ses 5 d'attaque et puis attaquer la base. Ou alors on peut aussi se dire, bah, c'est une unité force qui sort pour 5. Et du coup, bah, ça va nous permettre d'utiliser tous les événements force qui sont assez forts pour, bah, pour en bénéficier au maximum, quoi. Euh, Là, c'est pareil, le build actuel, il tourne plus sur un ancien Vador vert qu'on remplace par Kylo pour contrôler un peu plus Ouais. enfin, les decks aggro. Euh, je pense qu'il y a moyen de faire des choses. En double rouge aussi, il fait des choses, hein. En mode très agressif, il fait des choses. Actuellement, je pense il n'a pas encore sa place réellement dans le compétitif aujourd'hui. Donc, je le mettrai en B. Euh, je sais pas ce que tu en penses, Ouais, mais en fait, je trouve que tant qu'on n'a pas plus d'effets comme bah, son vaisseau qui permet que quand tu défausses une carte de hmm, ta main et compagnie, je trouve que ça manque de cartes comme ça pour qu'il soit vraiment ouais, jouable. Donc je l'aurais mis, tu vois, en C, moi, limite, par rapport à ça. ouais, Après, on peut, Après, il a ouais, des bonnes. C'est pas non plus un mauvais perso, tu vois. Donc c'est ça, c'est pour ça le C, j'ai peur que ça dénote aussi. Mais par rapport à notre tier list jusqu'à présent, j'avoue hmm. que de le mettre à côté de Moff Gideon, je sais pas. Je sais pas. Après, Ah, à voir, peut-être. On le laisse en ouais, c'est à C, voir. mais à voir. Voilà, on peut laisser avancer vers le haut du C, quoi. Hmm. Mais ça se trouve, c'est un perso qui est archi fort. Hein, mais je sais pas, je me dis que tu défausses ta. Enfin, je sais pas. Quand tu vas te retrouver après 100 cartes en main et que. C'est ça en fait, c'est que tu peux trouver 100 cartes en main, à piocher 2 cartes qui vont pas te servir dans le tour et du coup faire des tours à vide. Non, je suis moins convaincu, Compliqué, mais en fait, il faudrait vrai. qu'il y ait plus d'effets en fait de cartes défaussées, je pense, pour qu'il puisse devenir intéressant. Ouais, on est d'accord. On enchaîne avec Cad Bane, qui est un très bon personnage du lore hein, de Star Wars. Pour ceux qui ont regardé la série Clone Wars, par exemple, vous pouvez jouer une carte pègre. Quand vous jouez une carte pègre, excuse-moi, vous pouvez incliner ce leader. Dans ce cas, un adversaire choisit une unité qu'il contrôle et lui inflige un dégât. Donc déjà ça, Ouais. c'est pénible, c'est sympa. Il rentre à 6 de ressources pour son pouvoir héroïque. Il est en 2-8. Il a raid 2. Et quand vous jouez une carte pègre, vous pouvez choisir un adversaire et il inflige cette fois-ci 2 dégâts à cette unité. Et tu peux l'utiliser qu'une seule fois par round. Ouais. J'aime bien, Alors, moi, Cad Bane, moi. alors il est bien parce que c'est vrai il met tout de suite la pression sur les unités adverses. Bon, le problème, c'est que c'est pas toi qui choisis où va le dégât, hein. C'est Donc, ça. si l'adversaire a plusieurs unités, il va peut-être pouvoir répartir intelligemment ses dégâts. Mais si tu arrives à jouer des petites unités pègres et à en profiter suffisamment longtemps pour réduire les points de vie adverses, tu vas prendre l'avantage. Et les 2-8 qui ont raid 2, donc 4-8 en attaque, 4-8, ouais.
c'est quand même fort. Très fort, très très fort. Mm. En plus, Pègre, c'est un mot-clé qui est depuis donc le 7-1, donc t'as beaucoup de cartes, donc t'as une possibilité de building qui est énorme. Donc, Ouais. Pour le coup, lui, il a beaucoup de choix, effectivement. Donc, il va être présent. Il va poser beaucoup de problèmes à pas mal de match-up. Donc, je pense que typiquement tous les match-up avec des boucliers, quoi. Les personnes qui veulent jouer à bouclier, ben, ils vont détester Cat Ben. Et puis même Ouais. un dégât en général, hein, tu vas le détester quand même. Hein. Enfin, après, moi, je l'ai vu en AP, mais bon, après en AP, t'es sur 30 cartes, donc c'est difficile. Mais c'est vrai que Cat Bane était le perso le plus joué, c'est souvent lui qui gagnait, parce que ce petit dégât qu'il te faisait régulièrement, bah, ça peut faire très mal. Mais après, tu peux pas juger le perso sur une AP, mais. Non, c'est ça. Mais le pouvoir, en tout cas, est super intéressant. Enfin, ouais, il a du potentiel, ouais. et je pense que ouais, il a sa place en A. Je le mettrai à côté de Bo-Katan parce qu'il a. Je sais pas en fait, ou à côté de Han Solo, peut-être plus à côté de Han Solo. Il doit être. Ouais. Ok. Pour le coup, il doit être même devant Han Solo. Ouais. Dans une construction très agressive, il peut faire très très mal et très très vite. Ok. Bon, on enchaîne avec. Bon, là, on va aller très vite. Hein. Docteur Afra, qui dans cette phase. Quand la phase de regroupement débute, défaussez une carte de votre deck. Donc déjà ça commence plutôt mal. C'est une 5 et une 2-5. Et tant qu'il y a au moins 5 affinités différentes dans les cartes de votre défaut, cette unité a +3/+0. Donc ça devient une 5-5. Ouais, et une fois des coups. Hein. Ouais. T'as dit 5 affinités, c'est 5 coups. Ah, c'est 5 coups, excuse-moi. 5 coups différents. Et une fois déployé, choisissez 3 cartes de votre défaut ayant des noms différents. Dans ce cas, prenez-en une au hasard et renvoyez-la dans votre main. Bon, voilà. Bah écoute, je crois que quand on a lu ça, ouais, tout est dit en fait. Trop de choses qui ne vont pas. Défausser du dessus de son deck, bon, actuellement, il y a très peu d'intérêt à part le taille de Kylo Ren. Ouais, c'est ça. Ça fait 3 cartes sur un paquet de 50, donc ça n'arrivera jamais. Non, c'est ça. C'est une 2-5 qui aura potentiellement +3, +0. Ouais, une 5-5, ouais, c'est pas dit, ouais. Mais c'est vrai, c'est pas dit. Et tu pioches 3 cartes. Une carte au hasard parmi 3. C'est ça. Donc voilà, tu vas même pas avoir ce que tu veux. Actuellement, elle a rien pour l'aider. J'espère que ça arrivera avec les sets suivants parce que j'aime bien le personnage, mais là je peux pas le sauver là. non, là il y a, encore une fois, hein, c'est un peu comme Kylo Ren, le fait de défausser sa main, c'est pour moi, c'est à l'heure actuelle, dans la méta actuelle, c'est juste pas jouable. Enfin, en tout cas. Et encore une fois, peut-être que c'est une aperçu de ce qui pourrait arriver prochainement. Peut-être que les prochains mots-clés vont jouer sur la défausse, mais. Et que ces personnages vont. Ouais, parce que là, clairement, ils risquent d'être dans le cimetière longtemps avant de revenir. on enchaîne avec Fennec, qui est une action qui coûte 1. Tu inclines ton personnage et tu joues une unité qui coûte 4 ou moins de votre main. Tu lui donnes embuscade. Alors, tu joues. Enfin, tu joues une carte de votre. Tu la payes, hein, on est bien d'accord. Donnez-lui embuscade pendant cette phase. Donc, ça, c'est plutôt fort. Hein. Et donc, elle intervient à 5 pour 4-4. Donc, ça, par contre, pour le coup, c'est un peu plus faible. Elle a saboteur. Donc, ce qui fait que tu ignores les sentinelles et t'élimines les boucliers du défenseur. Et action, tu joues donc une carte de ta main qui coûte 4 ou moins. Et tu lui donnes embuscade pour cette phase. Ouais. Et pour le coup. C'est pareil, moi je la classerais tout de suite en C à côté de Kylo Ren. En fait, elle a un peu le même défaut que Jean du 7-1, c'est-à-dire que c'est une unité de contrôle en jaune héroïsme, qui est pas facile à mettre en place, qui demande plus de ressources en cartes et en ressources pour vraiment bien contrôler. Du coup, c'est lent, du coup, on n'est pas sûr de passer devant, et puis une 4-4. Même si le saboteur est très très bien, les 4 points de vie, ça va pas lui laisser beaucoup de. Non, en fait c'est ça. Le 4-4, il est vraiment pas fou en fait. Malheureusement, t'interviens à 5, 4-4. Alors oui, elle a saboteur, c'est bien, tu vois, ça élimine les boucliers, mais je sais. Alors, en plus, le vrai problème, c'est ce que j'explique à chaque fois, hein, c'est que quand moi je l'ai joué avec Nico, souvent j'ai tendance à payer toujours un de plus pour avoir embuscade. En fait, j'étais toujours dans la réaction de ce que Nicolas jouait. Et en fait, je me suis rendu compte que très vite, je me retrouvais donc avec peu de ressources et peu de cartes, et j'avais pas de board parce que je ne faisais que en fait réagir. Et donc je ne construisais pas en fait. Donc si vous utilisez ce personnage-là, il faut faire très attention à l'utiliser avec parcimonie, en tout cas son pouvoir, parce que ça va vous coûter déjà cher. Et en plus de ça, vous n'allez pas créer de board. Donc, enfin, si vous faites que du réaction, en tout cas, je parle, comme moi je faisais. Donc, ouais, non.
C'est le 4-4, moi, pour moi, qui la pénalise aussi. Hein. Ouais. Parce que pour le coup, si elle reste sur le terrain, pouvoir jouer toutes ses unités avec embuscade, enfin toutes ces unités Oui, qui coûtent 4 ou moins avec embuscade, c'est bien. ouais. Mais pour ça, il Mais... faudrait que votre adversaire soit conciliant, qu'il joue en spatial le temps que vous le déployez. Mais bon, c'est Qu'il rare la qu'on laisse trouve. tranquille. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. On enchaîne avec Lando Calrissian. Donc, est une action incliner ce personnage. Jouer une carte en utilisant contrebande. Elle coûte 2 de moins. Éliminer une ressource que vous possédez et contrôlez. Ok. Et c'est une 4. Elle intervient avec 4 de Ouais. ressources pour une 2-5. Et c'est action. Jouer une carte en utilisant contrebande. Elle coûte 2 de moins. Éliminer une ressource que vous possédez et contrôlez. Utilisez cette capacité qu'une seule fois par round. Mm. Mais Donc, en fait, j'ai envie de dire, malheureusement, il y a des choses super intéressantes sur ce personnage-là. Mais en vrai, contrebande, comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est trop peu joué pour pouvoir. ouais. En côté héroïsme, on a quelques cartes un peu plus intéressantes que côté infamie en Oui, contrebande. On a le faucon, mais qui, s'il est joué en contrebande, n'a pas embuscade. Donc, bon, on a une 5-5 en spatial. On a Tech qui permet de jouer plus de cartes contrebande, du coup, mmh, grâce à Lando et Tech. Mais ça reste limité, hein, ça reste limité, c'est le problème. Plus on sacrifie des ressources, c'est-à-dire qu'on se déploie plus en nombre de ressources pour utiliser sa capacité. Euh, donc ça veut dire qu'on va jouer une partie avec très peu de ressources finalement. On va tourner autour de 4, 5, 6 ressources ouais, max. 6 ressources max, ouais. Ça veut dire qu'on va jouer que des petites cartes. Donc on va perdre des cartes, donc il nous faut de la pioche. Enfin, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour qu'il soit stable en fait. Le problème c'est la stabilité du personnage, même si les effets sont sympas. Actuellement, c'est loin d'être compétitif. On est autour du C aussi pour moi. Ouais. Non, je le mettrai pas en D quand même. Parce que Parce je qu'il a pense des qu'il y a cartes plus. Ouais, embuscades plus intéressantes. voilà, il est un peu au-dessus de Hondo pour moi. On peut faire des choses avec, mais voilà, ça va être compliqué de tenir sur la durée en fait. Ça Donc il faut marche. être très agressif, gagner très très vite. Ok. Et après, on s'épuise quoi. Ok. Et on termine avec le dernier personnage qu'on a déjà présenté plusieurs fois, qui est le Mandalorien. Quand vous jouez une amélioration, vous pouvez incliner ce leader. Dans ce cas, incliner une unité ennemie dont les PV restants sont de 4 ou moins. Donc il faut 6 de ressources pour faire son action épique. Et elle intervient donc avec du 4-7. Et quand vous jouez une amélioration, vous pouvez incliner une unité ennemie dont les PV restants sont de 6 ou moins. Mm. Je trouve ce personnage très pénible quand tu joues contre. Et quand tu joues contre, t'as l'impression de rien faire avec les cartes que tu poses. C'est C'est ça, c'est assez embêtant. Ça, on est d'accord. je, en fait, les améliorations, en fait, moi, j'aime beaucoup ce personnage-là parce qu'une amélioration, c'est un token de bouclier, c'est des expériences, ça, c'est de l'amélioration. Donc, en fait, très vite, tu peux, en posant des petites cartes, donc tu te buffes toi et en plus de ça, tu inclines. Là, tu gagnes du temps. En plus, tu gagnes du temps, en plus de te, entre guillemets, de te buffer un petit peu. Je trouve qu'il est vraiment, enfin, moi, le Mandarien, j'aime beaucoup. Je sais pas si en bleu, limite, ce serait pas sa meilleure couleur, mais je me rends pas compte. Mais honnêtement, moi j'aime beaucoup le perso. Je trouve que c'est un perso, je pense, qui pourrait être joué en méta, ouais, honnêtement. Enfin, en compétitif, j'ai bon espoir. Peut-être que je m'emballe un peu, mais. Bon, moi, je pense qu'il a sa place. Il a un bon deck de tempo. Voilà, et par rapport comment dire, à une Fennec qui est un peu dans le même esprit, on va dire, il fait plus facilement le taf. Hmm. Ce qui risque de pêcher un peu, c'est combien d'améliorations tu vas mettre dans le deck, combien d'unités, etc. Comment Ouais. tu construis Comment tu construis le deck pour. Voilà, ouais, pour vraiment avoir un bon équilibre entre le gain de tempo, la gestion et l'agressivité. Donc je pense il a sa place ouais, dans les decks compétitifs. Bon, il y a beaucoup de monde en A, il va falloir faire un tri quand même là. Ça, non, mais il va falloir qu'on fasse un tri. Maintenant, oui, on peut réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on veut mettre en S? Alors, si on regarde la liste comme ça, alors là, le Mando, je le mettrais peut-être pas aussi haut, je le mettrais ouais, à côté de Han Solo. Ouais. Ok. Ouais, ici, il aurait sa place. Ok. Donc, si on veut monter quelqu'un en S, actuellement, là, Bah, ce serait Rey Kira qu'on pourrait mettre. Rey Kira et 4 bannés si on prend les 3 premiers. Si on prend les 3 premiers, alors si on fait que d'analyse par rapport au set 2, Oui. 4 Ben, il aurait sa place, je pense.
Par contre, si on devait le comparer à Boba Fett, qui est dans les mêmes couleurs, Ah oui, par alors non, rapport au non, 7 là, ans, ouais, ouais, je suis d'accord, je vois où tu veux en venir. Non, vraiment, l'analyse là, c'est ce qu'on avait dit tout à c'est l'heure, c'est vraiment vraiment ouais, que le du 7. 7, que le 7-2. On oublie les autres persos, là, Mm. on se dit un petit peu. Alors oui, là, le truc, c'est qu'on veut trier un petit peu, on peut très bien la laisser comme ça et dire, bah, il y a personne en S, parce qu'on estime que les persos du 7-1 sont encore plus dessus et Mm. qu'il y en a certains qui sont encore trop forts et que eux n'ont pas leur place, et on peut très bien finir la tier list comme ça, ou on peut très bien dire, on joue un petit peu un coup, entre guillemets, bon, on fait notre boule de Ouais, cristal, ouais, et, ouais. et on Et dit, je pense qu'on va tenter, on va tenter. on va tenter quelque chose. Monter les trois. Ouais, on peut monter les trois en S, Ok, moi ça me va. ok. Voilà, dans cet ordre-là, c'est parfait. Et puis on se retrouve finalement avec un S un peu dominé par le bleu, Oui. et puis un A qui me paraît équilibré, et qui est chouette en fait à voir, Hmm. comme ça. Mais je pense On honnêtement pour a... moi, tu vois, un Mando ou même une Bo-Katan, alors après parce que c'est des persos peut-être que j'ai plus joué, mais j'ai l'impression on risque de les voir très régulièrement dans les tops, dans les tournois. Alors peut-être pas gagner les tournois, mais j'ai l'impression que ces deux personnages-là pourraient vraiment. En fait, Mais tout va dépendre de la méta, en fait, ouais, puisque voilà, ils ont chacun des faiblesses, des némésis, et si elles sont très présentes, ben, on les verra un peu moins, quoi. ouais, Mais je trouve que on arrive à un tableau qui me plaît. ok, On voit Jabba très très bien, donc ça me va. ok. Bon, écoute, Jabba, s'il est là, tu m'as dit de départ, je le défendrai coûte que coûte, Ah tu ouais, vois. je le défendrai. Et non, mais je le trouve, moi je trouve qu'il y a du potentiel. Je pense qu'il y aura un perso très vite sur la chaîne, enfin une vidéo sur la chaîne, je pense. On va essayer de le jouer, on va essayer de le builder, on va essayer de faire un truc très rapidement. Ouais. Bah écoute, on est déjà sur quasi 1 heure de vidéo, je pense qu'on a fait le tour. Je te remercie Jaskai pour tous tes conseils, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'est des vidéos qui sont un peu plus longues, c'est des formats un peu plus longs que d'habitude, mais je sais que pour la tier list ça vous avait beaucoup plus, qu'on essaye pas juste de dire bah lui on le met en A et B, on essaie vraiment d'expliquer un peu pourquoi, enfin plus Sky que moi, hein. Moi je fais que répéter et faire genre je maîtrise, mais... Non, non, mais t'as des bonnes remarques. mais voilà, en tout cas voilà, on essaie de prendre le temps, et j'espère que ça vous aura plu. Merci encore une fois Sky pour ton temps, et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao, ciao.